a fait couler tant d'encre et nourri tant de polémiques. Lorsque bien plus tard j'en ai eu moi-même connaissance, j'ai partagé la stupeur collective face à la révélation du comportement de la police parisienne. Sa complicité dans l'opération me semblait une tache indélébile sur l'honneur des fonctionnaires français. Aujourd'hui, même si nos concitoyens dans leur immense majorité partagent ce point de vue, mon jugement s'est précisé et je pense qu'il convient de moduler l'opprobre. Jamais on ne pourra passer l'éponge sur la responsabilité des dirigeants de Vichy qui ont prêté main forte à la solution finale, en apportant aux Allemands la collaboration de la police française et de la milice, notamment à Paris. Cela n'atténue en rien le mérite de ceux de ces policiers qui, par exemple, ont prévenu et ainsi sauvé la moitié des 25 000 juifs répertoriés à Paris avant la rafle du Veldiv en juillet 1942. Plus généralement, si les 3/4 de la population juive vivant en France ont échappé à la déportation, c'est d'abord du fait de l'existence, jusqu'en novembre 1942, de la zone libre et, jusqu'en septembre 1943, de l'occupation italienne. Et puis, nombre de Français, n'en déplaise aux auteurs du chagrin et de la pitié, ont eu un comportement exemplaire. Les enfants ont été, pour le plus grand nombre d'entre eux, sauvés grâce à toutes sortes de réseaux, comme la CIMAD. Je pense en particulier aux protestants du Chambon-sur-Lignon, et d'ailleurs, ou encore aux nombreux couvents qui ont recueilli des familles entières. En fin de compte, de tous les pays occupés par les nazis, la France est de loin celui où les arrestations furent en pourcentage les moins nombreuses. Les Juifs néerlandais ont été éliminés à plus de 85%. En Grèce, ce fut la même chose. L'an passé, en voyage à Athènes, j'ai pu constater qu'il n'en reste rien de la communauté juive de Salonique. On m'a raconté que la fureur des nazis était telle que l'arrestation de 2 personnes réfugiées sur une petite île grecque avait mobilisé toute une unité SS. Aucun événement historique, aucun choix politique des gouvernants, surtout dans des périodes aussi troubles, n'entraîne des conséquences uniformément blanches ou noires. Nul ne peut nier que la collaboration consacrée par les 7 étoiles de Pétain ait induit en erreur nombre de nos concitoyens. J'ai cependant été frappé de la réponse que m'a faite bien des années plus tard la reine Béatrix des Pays-Bas. Un jour où j'évoquais avec admiration le départ de la reine Wilhelmine et de son gouvernement pour Londres dès l'invasion de son pays en 1940. Ne croyez pas que ce soit aussi simple, m'a confié la reine. On a beaucoup critiqué l'attitude de Wilhelmine, regrettant qu'elle ait abandonné son peuple. Et c'est ce qui se dit encore aujourd'hui dans notre pays. On ignore souvent en France que, compte tenu du vide politique qui régnait aux Pays-Bas, les Juifs y ont été très souvent dénoncés. Ce fut le cas d'Anne Frank. Revenons à Drancy. Au bout de quelques jours, le responsable du camp, j'ignore si c'était un membre de la Gestapo ou un Français, a informé les jeunes gens de 16 ans et plus que, s'ils acceptaient de rester à Drancy, ils travailleraient en France pour l'organisation Todd. Ma mère, ma sœur et moi avons alors dit à Jean, si tu as une chance de rester en France, saisis-la. Nous ne savons pas ce qui nous attend en Allemagne. Peut-être serons-nous séparés, mais toi reste en France. Après hésitation, Jean a donc décidé de se porter volontaire et de ne pas partir avec nous. Et au long de cette semaine passée à Drancy, nous étions dans l'ignorance complète du sort de notre père. En fait, il avait été arrêté quelques jours après nous et devait rejoindre le camp peu de temps après que nous l'avons quitté. À notre retour, nous sommes parvenus à reconstituer les événements et lorsqu'il est arrivé à Drancy, papa a retrouvé Jean qui attendait toujours le travail qu'on lui avait promis. Et bien sûr, tout cela n'était qu'un roman. Jamais les responsables n'avaient songé à employer des Juifs dans l'organisation Todd. Le train dans lequel on les a embarqués quelques jours plus tard, avec plusieurs centaines d'autres, est en fait parti pour Kaunas, l'un des ports les plus importants de la Lituanie, alors occupé par les Allemands. Pourquoi cette destination? Personne n'a jamais vraiment pu l'expliquer. Peut-être les nazis redoutaient-ils des émeutes fomentées par les hommes valides dans les trains de déportés, voire des évasions.
En éliminant les individus dans la force de l'âge, il minimisait donc les risques. Ou bien, c'est la thèse du père Desbois, qui mène actuellement des recherches en Biélorussie et en Ukraine sur les fosses communes. Ces hommes furent envoyés dans les pays baltes pour déterrer les cadavres afin qu'on ne puisse jamais les retrouver ni reconstituer les événements. Il est en effet aujourd'hui avéré que les rares survivants de ce convoi furent assignés à cette sinistre besogne. Plutôt que d'utiliser des Baltes qui auraient pu ébruiter les massacres de masse, les autorités nazies avaient choisi de faire venir des Français qu'ils élimineraient ensuite à leur tour. Ce qui est certain, c'est que mon père et mon frère sont partis ensemble pour Kaunas, car leurs noms figurent sur les listes. On sait aussi que certains de ces hommes ont été envoyés à Tallinn, la capitale de l'Estonie, pour des travaux de réfection de l'aéroport qui avait été bombardé. Il semble que tout le monde ait été rapidement assigné à l'arrivée, du moins si l'on en croit les témoignages, de la quinzaine de survivants revenus de cet enfer. Quel fut le sort de mon père et de mon frère, nous ne l'avons jamais su. Aucun des survivants ne connaissait papa et Jean, et par la suite les recherches menées par une association d'anciens déportés n'ont rien donné. De sorte que nous n'avons jamais su ce qu'étaient devenus notre père et notre frère, et aujourd'hui je garde intact le souvenir des derniers regards et des ultimes mots échangés avec Jean. Je repense à nos efforts à toutes les trois pour le convaincre de ne pas nous suivre, et une épouvantable tristesse m'étreint de savoir que nos arguments, loin de le sauver, l'ont peut-être envoyé à la mort. Jean avait alors 18 ans. Quant à ma seconde sœur Denise, alors que nous nous trouvions à Drancy, elle avait déjà rejoint la résistance depuis plusieurs mois. Elle fut arrêtée à son tour en juin 1944, puis déportée à Ravensburg, tout en réussissant à dissimuler qu'elle était juive, ce qui a dû lui valoir la vie sauve. De tout cela, nous n'avons rien su avant notre retour à Paris. Milou et moi, tout au long de notre déportation, nous avions vécu dans l'idée qu'elle, au moins, avait échappé à la traque. Nous avons appris ce qui lui était arrivé dans un centre de rapatriement à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, où quelqu'un nous a bouleversés en nous disant l'avoir croisé à Ravensbrück. Voilà donc quelles furent les destinées de mon père, de Jean et de Denise, dont j'ai tout ignoré entre mon départ de Nice le 7 avril 1944 et mon retour en France en mai 1945. Le 13 avril, nous avons été embarqués à 5 heures du matin pour une nouvelle étape. Dans cette descente aux enfers qui semblait sans fin, les autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny, où l'on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux, formant un convoi aussitôt parti vers l'est. Comme il ne faisait ni froid, ni trop chaud, le cauchemar n'a pas tourné au drame, et dans le wagon où nous nous trouvions toutes les trois, personne n'est mort au cours du voyage. Nous étions cependant effroyablement serrés, une soixantaine d'hommes et de femmes, d'enfants, de personnes âgées, mais pas de malades. Tout le monde se poussait pour gagner un peu de place, il fallait se relayer pour s'asseoir ou s'allonger un peu. Il n'y avait pas de soldats au-dessus des wagons. La surveillance du convoi était seulement assurée par des SS dans chaque gare où ils s'arrêtaient. Ils longeaient alors les wagons pour prévenir que si quelqu'un tentait de s'évader, tous les occupants du wagon seraient fusillés. Notre soumission donne la mesure de notre ignorance. Si nous avions pu imaginer ce qui nous attendait, nous aurions supplié les jeunes de prendre tous les risques pour sauter du train. Tout était préférable à ce que nous allions subir. Le voyage a duré 2 jours et demi. Du 13 avril à l'aube, du 15 au soir à Auschwitz-Birkenau. Et c'est une des dates que je n'oublierai jamais avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. Fin du chapitre 2, La Nasse d'une vie de Simone Veil. Je vous remercie pour l'écoute de cette lecture et n'oubliez pas de vous abonner.